Retour sur ce plateau pour la seconde partie de ce numéro de Face à Face. Après le Bénin, on va maintenant au Niger où, Rajoul, le président sortant Mamadou Issoufou a été réélu avec un score, on va dire, à la stalinienne, plus de 92% des suffrages. À qui la faute? Je pense que c'est la faute à l'opposition qui n'a pas voulu jouer dans la compétition électorale, qui a laissé le président Mamadou Issoufou gagner lors de ce second tour par un forfait sur tapis vert, parce que d'abord son opposant, son challenger, Ama Amadou, était en prison à Filengue, ensuite malade, alité, souffrant d'une maladie chronique. Il a été évacué vers Paris. Du coup, en même temps, la COPA qui défend sa candidature n'a pas jugé utile de faire campagne. Donc, ils sous fond d'affaires politiques, affaires judiciaires, ils ont ouvert un boulevard pour le président Mamadou Issoufou qui vient de remporter un deuxième mandat et 5 ans, il a à nouveau 5 ans pour son second mandat. D'accord. Docteur, vous accusez l'opposition d'avoir fait un mauvais jeu, d'avoir fait fausse route en déroulant le tapis rouge à Mamadou Issoufou qui aujourd'hui l'emporte haut les mains. Oui, c'est ce que j'avais dit à la dernière. Justement, vous vous rappelez? Oui, vous vous rappelez? Lorsque vous avez soutenu un candidat qui était en prison et ce candidat est arrivé avec 17%, 17%, oui. Et 48% pour le Issoufou. C'est déjà beaucoup. L'opposition aurait dû le soutenir à fond. Avec 7%. Hein. Oui, parce que là, il a perdu 10 points. Parce que ces partisans ne sont pas partis voter. Donc, oui. Il n'y a que les partisans de Mamadou Issoufou qui sont partis voter. Et c'est normal, il a perdu 10 points. Alors que s'il avait soutenu en bloc, qui sait, peut-être que Ama Amadou pourrait l'emporter. Ce n'est pas évident, mais avec 2 points seulement. Mais on l'a vu en Guinée, comme on l'a rappelé la fois passée, où Cellou Dalein Diallo était pratiquement arrivé à 46-47%, et au deuxième tour, il a perdu. Voilà. Donc, moi j'accuse, je vais être un peu dur, un peu de lâcheté, cette opposition, qui a laissé tomber son président, d'abord en prison, et puis maintenant à l'hôpital. Ils auraient dû le soutenir à fond pour cette campagne électorale, et peut-être que M. Ama Amadou aurait pu avoir peut-être 40% ou 35%, qui lui donne un statut et qui permettra au nouveau président actuel de faire attention avec un candidat qui a quand même 40% des suffrages. Ça va jouer dans son... Maintenant, il est laissé en termes de rapport de force, puisqu'il y a 40% de la population qui aurait voté pour Ama Amadou et le reste pour 60% pour... Et le président, et lui, va faire attention. Maintenant, il a 92%. Cette opposition a laissé tomber dans la mélasse son président et je crois que c'est lâche. Denis, comment est-ce que vous analysez cette attitude de l'opposition nigérienne qui, pour le second tour de l'élection présidentielle, a maintenu son candidat, Ama Amadou, qui était en prison, qui est toujours en prison, même s'il est en France aujourd'hui pour des raisons de santé, mais qui demande à ses électeurs de ne pas se mobiliser. Est-ce que vous comprenez cette contradiction-là dans l'attitude de l'opposition nigérienne? En fait, je ne comprends pas l'attitude de l'opposition nigérienne, mais cela n'exclut pas que nous pouvons faire un rappel de ce qui s'est passé. N'oublions pas que le président, il se fait dans une logique de boulevard, de se créer un boulevard pour qu'il n'y ait plus une opposition à même de pouvoir. Mais pour ce qui concerne Ama Amadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale, il est impliqué dans une affaire de trafic de bébés. Supposé ou réel hein, de bébés. Supposé ou réel de bébés. Oui. Mais en fait, il y a aussi une erreur de sa part, dans la mesure où il a refusé de faire le test. C'est tout. Ce qui nous amène à partir de ce moment, est-ce que vous ne vous contredisez pas lorsque vous dites que le président Issoufou, que vous accusez d'accord d'être dans une logique d'être le seul sur le boulevard? En fait, Issoufou a exploité la situation là. Voilà. Oui, mais est-ce qu'il a, il n'a pas créé la situation là politique? Non. Ce n'est pas une situation politique, il a créé la situation, l'a arrangée sur le plan politique après, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre. Rajoul? Je pense qu'il faut analyser froidement cette situation parce qu'il faut éviter de tomber dans des pièges qu'a tendu l'opposition nigérienne. On se rend compte aujourd'hui que M. Amadou Issoufou est poursuivi dans le cadre d'un délit de droit commun. Ama Amadou. Vous avez dit quoi? Issoufou? Non, il est président, hein? Monsieur Ama Amadou est poursuivi dans le cadre d'un délit qui relève du droit commun, il est présumé innocent. La Cour constitutionnelle lui a permis de s'inscrire pour compétir à la présidence de la République. Donc il y a une présomption d'innocence a prévalu. Donc
il va dans l'intérêt même de Hama Amadou d'affronter la justice et de sortir de cette affaire. Il a voulu, en revanche, lui, il a voulu profiter de cette affaire-là pour instrumentaliser la justice en disant non, c'est une affaire politique dans laquelle mon adversaire, le président Issoufou, essaie de m'empêtrer pour m'empêcher de compétir. Oui, cet argument est peut-être recevable. Mais je suis désolé, quand on observe de très près la situation, je pense que quand il est rentré de France, après son exil forcé, il est rentré de France, il est allé en prison, on lui a demandé de faire un test d'ADN. S'il avait obtempéré, qu'il avait fait ce test d'ADN là, on se serait rendu compte que voilà, c'est son fils ou c'est pas son fils, et puis l'affaire se serait étouffée, ce serait fini là. Mais en même temps, il a voulu capitaliser dessus, broder dessus pour créer une situation de crise politique. Et c'est justement pour ça que le président élu aujourd'hui est obligé de tendre la main à l'opposition, parce que l'opposition est en train de créer une crise politique artificielle dans le pays qui pourrait, à terme, menacer la stabilité du pays et en même temps la démocratie nigérienne. Parce que l'armée pourrait être tentée, on sait à quel point les militaires nigériens ont la gâchette facile en ce qui concerne les coups d'État, l'armée pourrait être tentée de faire irruption dans le jeu pour siffler la fin de la récréation. Ça s'est passé avec Ibrahima Baré Maïna Sarr, ça s'est passé avec Mamadou Tandja, on se rappelle tout ça. Justement, ouais. L'armée nigérienne est un peu un péril qui menace parfois positivement, mais parfois négativement. Souvent, plus souvent négativement la démocratie au Niger. Donc, ils ont voulu jouer sur ces pesanteurs-là pour forcer la main à l'armée pour qu'elle intervienne, pour mettre fin au mandat de Issoufou, parce qu'il se sentait incapable de le battre dans les urnes. Docteur, aujourd'hui, le président Issoufou qui appelle ses opposants dans un gouvernement de large ouverture, d'union, j'allais dire, est-ce que l'opposition va entendre l'appel de pied du président Issoufou, cette opposition déjà qui se livre, on va dire, à une guerre de chiffres même avec le président Issoufou pour une élection à laquelle elle-même a demandé à ses militants de ne pas participer? Oui, c'est ça, j'ai traité de non-sens la dernière fois. Vous allez à une élection, vous n'allez pas. Est-ce que ce n'est pas c'est trop fort, mais c'est un non-sens. Pourquoi? Parce que dans la constitution nigérienne que j'ai parcourue, il n'y a pas un taux de participation qui invalide le scrutin. C'est-à-dire que s'il n'y a que 10% des Nigériens qui ont voté, le scrutin est valable. C'est comme au Togo. Il n'y a pas un taux où on dit, je connais un ou deux pays seulement dans le monde, où en Roumanie, par exemple, s'il n'y a pas 45%, 50% des électeurs qui ont voté, le vote est nul. Donc, au Niger, ça n'existe pas. Au Togo, par exemple, aussi, ça n'existe pas. Donc, si vous boycottez, qu'il n'y a que 15% de l'électorat qui est parti voter. Deuxièmement, le problème de Hama Amadou était simple. Il aurait pu faire son test ADN, même si c'est non pas confirmé. Ça s'arrange toujours entre hommes politiques. Il peut dire, bon, c'est un enfant que j'ai adopté. Ces avocats aussi n'ont pas été très habiles, parce que cette affaire-là aurait pu... Ces avocats ont été nuls, vous me permettez le terme. Hein. Au moment où l'affaire est déclenchée, moi, si j'étais avocat de Hama Amadou, j'aurais fait un truc d'adoption. Même si c'est antidaté, je sais comment je peux faire ça pour qu'on dise, en fait, c'est un enfant qui m'appartient, mais je l'ai adopté. Et ça aurait pu finir. Et puis ça aurait pu se gérer entre hommes politiques, bon, etc. Je ne sais, ils ont mal joué, Hama Amadou a mal joué, ses partisans ont mal joué. Et aujourd'hui, c'est tellement, je dirais un peu dégueulasse, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, de vouloir plonger le pays dans une sorte de mélasse. Moi, je crois que ça ne passera pas. L'armée nigérienne est quand même très consciente. Et avec la menace de Boko Haram, je crois qu'ils ont d'autres choses à fouetter. Mais même s'ils interviennent, ça ne marche pas non plus l'opposition. Parce que vous aurez un dictateur qui va venir, s'il est militaire, il casse tout le monde, il emprisonne et les gens de l'opposition et les gens du pouvoir, et puis gouverne jusqu'à ce que la communauté internationale ne le reconnaisse pas avant de revenir. D'accord, peut-être le sort de Hama Amadou sera connu le 28 mars. Donc, en attendant, est-ce qu'on peut déjà, on va dire, imaginer le sort judiciaire qui va être réservé? On va, c'est vrai, aussi parler de son avenir politique, mais d'abord le sort judiciaire qui sera réservé à Hama Amadou. Je ne suis pas dans le secret des dieux pour imaginer, je vais essayer d'imaginer un peu, mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Hama Amadou, quel que soit ce qu'on dit, est obligé de faire ce test-là pour que tout le monde soit situé. Mais Hama Amadou évoque des raisons religieuses pour ne pas accepter. Est-ce que là, ça dit les tests
approuve cette thèse-là. C'est là la question. Si les tests ne l'approuvent pas, il est obligé de se conformer aux tests. Mais il faudra qu'il refuse. Là, il sera condamné. Je pense que c'est une question de sensibilité. Chacun a ses sensibilités religieuses. Sa sensibilité religieuse, il estime que sa sensibilité religieuse ne lui permet pas de faire ce test d'ADN. On ne va pas le forcer à le faire. En même temps, il y a des chrétiens, par exemple, qui n'acceptent pas la transfusion sanguine. Mais en même temps, on peut aussi opposer cet argument-là, un autre argument à Mamadou qui se cache derrière cette sensibilité religieuse-là pour ne pas faire le test d'ADN, pour dire aussi que la même religion qui brandit aujourd'hui pour ne pas faire le test d'ADN interdit par exemple qu'on adopte un enfant. Je ne veux pas qu'on rentre dans un débat religieux. Mais il faut lire de manière générale que l'opposition a joué un double jeu dans cette élection. D'abord, il y a une stratégie avant le scrutin, de forcer la main à l'armée pour qu'elle intervienne et mette fin au processus démocratique. Et à la suite du scrutin du second tour, elle joue à présent une stratégie de délégitimation du président élu en faisant cette bataille de shérif autour du taux de participation. Mais je pense que le Niger, le Mali, tous ces pays sahéliens-là, même nos pays de la côte du golfe de Guinée, nous sommes tous confrontés à un ennemi qui menace. Face à cet ennemi-là, il faut assurer une certaine stabilité politique qui assure que toutes les forces et toutes les énergies des pays peuvent et seront mobilisés pour faire face aux périls djihadistes qui menacent tous les pays de la sous-région. En jouant à ce jeu dangereux-là, ils sont en train d'affaiblir le Niger. C'est justement pour ça que le président Issoufou, en homme d'État, leur tend depuis quelques heures déjà la main pour qu'ils le rejoignent dans un gouvernement d'union nationale pour finir ces 5 ans-là. Ce qui est sûr, M. Issoufou partira au bout de ces 5 ans. En tout cas, la démocratie nigérienne, elle ne souffre pas de ce problème-là. Même si, entre-temps, Mamadou Tandia a voulu forcer les choses. L'avenir politique de Mamadou. Oui, avant d'en arriver à l'avenir politique, je vais vous donner un cas précis de conviction religieuse. Nous avons en médecine un gros problème aussi avec les convictions religieuses des témoins de Jéhovah qui disent qu'ils ne veulent pas qu'on passe du sang à un. On a eu des cas comme ça au CHU où vous avez l'épouse d'un témoin de Jéhovah qui fait une rupture utérine. Cette dame meurt dans les 20-30 minutes si on ne la transfuse pas. Et le monsieur est venu avec un papier. On ne fait pas de transfusion à ma femme. Les médecins ont dit ok, on ne fait pas. Allez attendre. Mais ils lui ont passé quand même le sang. Et puis après ils ont appelé, votre femme est morte parce que vous avez refusé qu'on lui passe le sang, elle est décédée. La dame n'est pas décédée, on lui a passé le sang. En fait, c'était juste pour voir sa réaction. Sa réaction. Oui. Elle a commencé à pleurer, à se genouiller, et puis on dit, je vais voir le corps de ma femme. Et les gars l'ont amené en croyant que c'est le corps, et la dame était réveillée de son... On lui a dit, bon, vous pouvez porter plainte, le médecin ne sera pas condamné, parce que nous on a un serment d'Hippocrate qui dit que nous sauvons les vies. Nous ne voulons pas voir ce qu'il y a derrière, que vous ne voulez pas prendre du sang ou pas, ça c'est pas mon problème. On vous amène en train de saigner à mort chez moi, je vous fais le groupage, on vous transfuse, si c'est ça qui peut vous sauver. Maintenant, si les parents peuvent porter plainte, ils portent plainte, mais ils vont perdre. Parce que moi, j'ai un serment. Voilà, qui a un serment. Voilà, donc au niveau d'Ama Amadou, ça va être la même chose, parce que la justice va trancher. Mais là, son avenir politique, parce que tout à l'heure, vous évoquiez le premier tour où il était sorti avec 17%, mais face à ce jeu un peu malsain de l'opposition, il se retrouve avec 10 points en moins. Est-ce que ça n'est pas de nature à compromettre sérieusement son avenir politique? Oui, bon, s'il est malin, je crois qu'ils vont tout faire pour que cette histoire de trafic présumé d'enfants soit un peu oubliée. Ça dépend de l'habilité de ces avocats. Ça ne fera pas tache d'huile? Ça va faire une tache d'huile, mais le peuple oublie vite. Dans 5 ans, si Ama Amadou ne réussit pas son mandat, bon, je dis Mamadou Issoufou ne réussit pas son mandat, qu'on a étouffé ou éteint son problème de bébé. Il n'est pas le seul. Il y a un des ministres nigériens qui a fait amener 6 enfants en disant que c'est ces 3 épouses qui ont fait des jumeaux en même temps. Il a été en prison et puis on l'a libéré. Bon, donc on peut peut-être, il y a plein d'hommes politiques nigériens qui sont impliqués dans cette affaire. On va essayer d'éteindre un peu le feu pour ne pas rogner trop le pays. Et s'il a des choses pratiques à proposer à son peuple, peut-être que d'ici 5 ans, il aura un avenir. Très bien. D'une élection à une autre, on passe maintenant au Congo-Brazzaville de Denis Sassou Nguesso, l'homme au pouvoir depuis 32 ans, organisé dimanche le 20 mars toujours. Une élection présidentielle, en tout cas le deuxième tour. Non, le premier tour, j'allais dire. Et l'homme aujourd'hui, en tout cas,
est réélu, au premier tour, il n'y aura pas de deuxième tour, même si entre-temps, un certain parfait Kolela s'est dit en tête. C'est un peu désolant pour l'Afrique. Qu'est-ce qui est désolant? Le fait que Kolela se dit... Non, l'attitude du président Sassou. Qui se soit fait réélire. En fait, il faut voir tout ce qui a entouré l'organisation des élections. Et il faut voir tout d'abord, déjà à quelques jours de la présidentielle, on a coupé la communication. Et il y a aussi un autre candidat qui est poursuivi. Ils ont créé une situation artificielle pour pouvoir l'empêcher de dérouler convenablement sa campagne. Je veux parler de Bokoko. C'est un autre cas. Ce qui me désole en plus, c'est que le président a le soutien de 105 partis politiques de l'opposition. Mais dans cette situation-là, on a peur encore. On a peur des 8 qui restent. Et de deux, la commission créée par l'opposition pour pouvoir compiler les résultats, le président, dans cette logique-là de frauder, a coupé la communication, bon, justement. Denis, oui. Parce que là, les mots ont un sens, les mots sont très lourds. Quand vous dites dans une logique de frauder, Denis Sassou Nguesso, quoi qu'on dise, au Congo, voilà, c'est un monsieur qui est présenté comme l'artisan du Congo moderne, de la reconstruction, avec des hôpitaux, des écoles, des infrastructures routières. Et de là, est-ce qu'on peut dire, Rajoul, que Denis Sassou Nguesso était dans une logique de frauder des élections? Je pense qu'il se sentait un peu en difficulté parce que le fait qu'il fasse couper les communications quelques heures après, c'est parce qu'il savait que cette élection-là était une élection à très grand enjeu. Il se jouait là. Il ne faut pas oublier que c'est juste quelques mois après qu'il ait changé la Constitution pour pouvoir et aussi pour un troisième mandat. Et que c'est une élection qui a été anticipée. Une élection anticipée. Il y a beaucoup d'entorses aux règles du jeu démocratique normal tel qu'on le voit dans les pays qui sont avancés démocratiquement. Donc je pense qu'il y a là quelques signaux, quelques indicateurs qui ne sont pas de nature à créditer le scrutin. Mais en même temps, quand on observe tous ces opposants-là, ils auraient pu peut-être se mettre dans une logique de candidature unique de l'opposition, ce qui aurait pu apporter plus de crédit à leur opposition au président. Puisque mais ils sont allés en rang dispersé dans une logique de second tour. Les opposants congolais ont clairement indiqué avant le premier tour, durant la campagne, que voilà, ils allaient former une coalition en cas de deuxième tour pour affronter le président Sassou Nguesso. Un accord de désistement mutuel pour les 5 candidats, les 5 principaux candidats de l'opposition. Mais voilà que le président est passé au premier tour. Qu'est-ce qu'on fait? Face à un président trop fort, il ne faut pas avoir des stratégies de long terme, il faut avoir des stratégies de très court terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Docteur, est-ce que ce n'est pas un mandat de trop pour Sassou Nguesso? Bon, moi je ne sais pas si c'est un mandat de trop, mais... En 2 ans au pouvoir et oui, bon, on modifie la Constitution pour se représenter. Le Premier ministre qui lit à Singapour a fait 31 ans de pouvoir et c'est lui qui a sorti ce pays. Les histoires de longueur... Non, cette histoire de longueur de mandat, à partir du moment où le gars, s'il fait bien, je ne sais pas s'il fait bien, mais il y a un péché originel. C'est quoi? Et le président François Hollande a rappelé la classe politique congolaise que M. Sassou Nguesso a le droit de faire un référendum. Là où l'opposition a péché, c'est qu'elle aurait tout fait pour dire non, pour convaincre le peuple de voter non à ce référendum. M. Sassou Nguesso ne serait pas candidat. Est-ce que ça a porté ses fruits? C'est là aussi la question. Ah si, non, au Libéria. Ellen Johnson a fait un référendum, elle a subi un non, et puis c'est tout. Au Congo, ils auraient mis le paquet pour dire non. Maintenant que le non n'est pas passé, ils se seraient réunis dans un seul creuset, comme on dit chez nous, pour présenter un seul candidat face à Sassou Nguesso. Et maintenant, là où il a raison, Denis, c'est que pourquoi on coupe les lignes téléphoniques, l'Internet, tout ça, est-ce qu'ils se sentaient menacés? Mais s'ils avaient tout ça, il n'y aurait pas cette élection cacophonique. Donc maintenant, il a le droit de faire un référendum. Le référendum, l'opposition a boycotté le référendum aussi, ce qui fait qu'il avait un boulevard. Maintenant, il dit qu'il va se présenter, vous prenez un seul candidat. Au Bénin, on ne va pas faire la discussion sur les problèmes de 2 tours. Si c'était une élection à 1 tour au Bénin, vous n'aurez pas eu 33 candidats. Les Béninois sont très intelligents.
ils auraient présenté peut-être 2 ou 3 candidats seulement. Et Talon serait passé quand même. Maintenant, chez eux, vous savez que ce type est très fort, il est resté 32 ans au pouvoir. Vous faites le référendum, vous faites tout pour que le peuple vote non. Mais si le peuple vote oui, vous allez en affrontant le président avec un seul candidat. On n'aurait pas cette cacophonie. C'est ce que Rajou disait. Alors, de l'exemple congolais, on peut aujourd'hui aussi parler donc, de la problématique même des troisièmes mandats en Afrique qui devient un problème pour tous les pays africains pratiquement. Est-ce que c'est la problématique du troisième mandat ou bien la problématique du mandat illimité? C'est selon. Oui, c'est la problématique de tout mandat illimité. Parce que les présidents qui chantent les verrous constitutionnels, qui sautent les verrous constitutionnels aujourd'hui, on voit le cas congolais qui a sauté un double verrou d'ailleurs, et ils ne disent pas qu'ils vont faire un troisième mandat et après ils vont partir, non. Mais ils sont dans une logique de vie au pouvoir, de mourir au pouvoir. Nous assistons à une deuxième génération. Hein. On a vu le cas togolais avec Yadema, le cas gabonais avec Bongo. Nous sommes dans cette logique-là de deuxième génération avec Sassou et autres. Oui, mais... Je pense que la problématique du troisième mandat ou du mandat illimité, ça dépend de la formulation qu'on choisit. Je pense que quand on observe tous les scrutins qui sont déroulés le 20 mars dernier et les propositions qu'ont fait les différents candidats, la proposition de Talon mérite d'être réfléchie. Proposer un mandat unique, quitte à définir la longueur de ce mandat. Si c'est un mandat unique de 10 ans, de 8 ans, de 4 ans, de 5 ans, ça dépend. On ne se fait plus réélire, on fait son mandat, on fait ce qu'on a à faire et puis on s'en va. Ça serait peut-être une solution pour éviter tout cela. Mais je pense qu'il le dit, hein, cela relève d'une logique de pérennisation ad vitam aeternam au pouvoir, qui sape le jeu démocratique naturel. C'est-à-dire que normalement dans un pays, il y a des velléités, une envie d'alternance, un besoin d'alternance qui s'exprime alternativement. Tous les 5 ans, selon le mode qu'on a défini, le peuple ne voit pas forcément ses conditions de vie s'améliorer, le président se maintient. Tout cela n'est pas de nature à sortir les Africains de la pauvreté, de ce développement, et ça handicape fortement nos pays. Donc, comme je le disais, la proposition de Patrice Talon me semble très intéressante à réfléchir, parce qu'un mandat unique, ce serait peut-être une bonne solution. Oui, mais... Docteur, tout à l'heure, vous parliez du Premier ministre coréen, sud-coréen, c'est ça, non? Voilà, qui a sorti le pays de l'ornière. Singapour était une île de cailloux, il a sorti à 30 mètres. Est-ce que vous semblez dire que le problème de l'Afrique, ce n'est pas un problème de mandat? Non, ce n'est pas un problème de mandat. Je suis désolé, là je ne suis pas d'accord avec mes 2 amis. Pourquoi vous voulez que les gens fassent 3 mandats ou 2 mandats? Pourquoi ne pas chasser un président attention, docteur, à la suite du premier mandat? Attends. Oui. Pourquoi ne pas chasser un président de la République s'il ne fait pas bien au premier mandat? Les Français ont chassé Sarkozy, attendez, par les élections. Oui, puisque les élections en Afrique sont verrouillées. Non, c'est verrouillé parce que vous n'avez pas voulu, nous n'avons pas voulu faire les verrous juridiques. Vous savez pourquoi la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême américaine ne peut pas valider un faux résultat? Est-ce que vous savez pourquoi? Non, attendez, je vous donne un exemple. Non, mais en Afrique. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que vous allez en prison pour 75 ans. On a proposé ici qu'il y ait un verrou juridique. Si la Cour constitutionnelle donne de faux résultats et qu'on démontre que ce n'est pas vrai, vous allez en prison pour 75 ans. Si je suis président... Qui doit faire ça? Qui doit faire ça? Non, c'est la justice. Il faut que ça soit écrit dans la Constitution. Non, il faut que dans la Constitution, ça soit inscrit. Madame Nana Awa, lorsqu'il a su qu'elle ne pouvait pas faire... Vous voulez parler de l'ancienne présidente de la Commission électorale nationale. Elle a démissionné. En 1998. Si vous êtes président de la Cour constitutionnelle ou président que vous savez que les résultats sont faux, vous démissionnez. Quand un homme refuse, il dit non. Mais je ne vois pas pourquoi... Une autre personne pour proclamer ces résultats. Mais oui, mais là, si cette personne sait que dans 10 ans, il ira en prison, il ne fera jamais ça. Si je suis candidat à une élection présidentielle, vous êtes un frère jumeau à moi, vous êtes président de la Cour constitutionnelle, et vous savez que vous allez aller en prison pour 100 ans, pour me déclarer président pour 5 ans, vous n'allez jamais le faire. Vous savez jamais le faire. C'est parce qu'il y a des verrous juridiques. Si Yadema était là, et les gens avaient peur de lui pour proposer des faux résultats, mais ils savent, et c'est écrit dans la Constitution qu'ils iront en prison. Quand Yadema et moi, ils sont en prison actuellement. Mais
Il faut qu'il y ait ce verrou juridique dans la Constitution. Donc, il faut qu'on arrive à faire une Constitution. Vos deux contradicteurs ne semblent pas d'accord avec vous. Non, on ne sera pas d'accord, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il ne faut pas laisser un président faire 2 mandats si vous savez qu'il est mauvais. À moins que, si vous n'avez pas résolu le problème... Docteur, le problème, c'est que le peuple n'a pas le droit dans les systèmes actuels de congédier un président. Ah, il faut le faire pour qu'il puisse le congédier. Comment le faire? Les élections sont tripatouillées. Non, ils sont pourquoi ils sont tripatouillés? On a vu comment ça soit fait des pieds et des mains. Oui, pourquoi? Attends, Rajou, pourquoi c'est tripatouillé? Parce que les gens qui tripatouillent, c'est la CENI. Attendez. C'est parce que ces organes-là, chargés d'organiser les élections, sont en faveur. Oui, mais je dis, monsieur Demis. L'architecture législative ne suffit pas si vous êtes... pour inspirer les hommes. Non, Rajou, supposez que tu es membre de la Cour constitutionnelle. Et dans notre Constitution, il y a un passage qui dit que si vous proclamez de faux résultats, vous irez en prison pendant 75 ans. Est-ce que vous avez fait un faux résultat? Le problème est là. Il faut qu'on ait une constitution qui soit votée. Et ici, ici, attends, ici c'est facile. L'impunité existe. Non. Quand ici, le système en place ne change pas. Non, je sais. Ici, Rajou, il faut que si l'opposition arrive demain à Lomé, en 2018, au Togo, à avoir 4/5 des députés à l'Assemblée, on fait une loi qui dit qu'un membre de la Cour constitutionnelle qui donne de faux résultats, il va... Ça marche. Pourquoi pas? Non, c'est pas possible. Ah non, Edem Kouadje... La proclamation des résultats. Edem Kouadje à Goïbo, il a majorité absolue en 94. Le problème n'est pas le Togo, c'est pas un débat togolais qu'on a fait. Non, c'est pas sur le Togo. C'est la question des mandats, des 3e mandats ou des mandats illimités. Un président qui n'est pas bon, on le dégage au 2e mandat. Moi, je pense que la responsabilité revient au peuple. Bien sûr, il faut qu'on soit mûr. Soit mûr et décide de bien voter. Pour que les présidents qui ont ce désir de s'éterniser au pouvoir, on les chasse d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, qu'est-ce que vous mettez dans une manière ou d'une autre? 80% de non. Nous avons le cas du Burkinabé. Voilà, 80%. Bon, ce n'est pas une insurrection nécessairement, mais lorsque le peuple a décidé de chasser Blaise Compaoré, cela s'est réalisé avec le concours d'une manière ou d'une autre. Voilà, la responsabilité revient au peuple, comme il dit, mais est-ce que c'est en chassant par une insurrection populaire ou c'est en pas une bonne méthode aussi. Il y a plusieurs modalités d'alternance dans les systèmes démocratiques. Ouais. Comme il le dit, la révolution reste une modalité, mais dans nos pays où nous avons des systèmes qui sont mimétiques des systèmes occidentaux, français en l'occurrence, nous croyons, et nous tous nous avons foi au suffrage universel, c'est dans ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là que nous adorons tous sur le continent africain. Et malheureusement, on se rend compte que les règles du jeu, parfois, sont sapées, les dés sont pipés, les gens vont voter pour l'alternance et se retrouvent avec un président dont ils ne veulent plus. Donc, là est l'aporie de vos propositions, Dr Iou, parce que ça nous mène forcément droit dans le mur. On a beau mettre en place un système législatif qui assure le meilleur système législatif au monde, si les hommes qui sont censés incarner ces institutions que nous avons mis en place ne sont pas des hommes qui ont la probité nécessaire, il y a l'impunité, qui savent qu'ils sont protégés par l'impunité, par un système qui est là, qui ne va pas changer. Les gens, parfois, ont cette impression-là qu'il n'y aura jamais d'alternance. Du coup, ils se permettent d'enfreindre les lois. Donc, la difficulté, elle est là. L'Afrique, je pense que nous devrions effectivement prendre notre destin en main. Il faut que la société civile se mobilise. Parce que là n'est pas seulement une question de politique. C'est vrai, parce qu'il faut que les peuples se donnent les moyens de se choisir leurs dirigeants. Merci beaucoup. On va maintenant parler du dernier scrutin. Celui-là, il n'est pas présidentiel, c'est un référendum constitutionnel au Sénégal où le camp du oui s'en sort victorieux avec 62,7%. Docteur Iou, Macky Sall a-t-il réussi, à votre avis, son coup? Oui, bon, il a voulu faire un coup en diminuant son mandat actuel en cours jusqu'à 5 ans, mais la Cour constitutionnelle a dit niet, a dit non. Et c'est son droit, il fait un référendum et je crois qu'il a gagné. Mais cette Cour constitutionnelle ou ces cours constitutionnelles africaines, il faudrait un jour ou l'autre les mettre au pas. Et la seule manière, c'est de leur faire peur. S'il y a des lois, le président qui vous protège actuellement, il ne sera pas là éternellement. Hein. Pourquoi vous accusez la Cour constitutionnelle du Sénégal? Non, je ne l'accuse pas. D'accord. Ils ont raison de dire qu'il n'a pas le droit de changer la Constitution en cours.
Maintenant, ce Pas qui la est... Constitution, mais le mandat présidentiel, oui. La durée du mandat. Oui, c'est la Constitution. Il va finir ses 7 ans, mais le prochain mandat sera de 5 ans, c'est tout. Maintenant, cette cour constitutionnelle ou cette CENI doit être mise au pas par la population. Une révolution, ça n'a jamais donné quelque chose de bon. À Cuba, ça fait 60 ans, il n'y a plus de démocratie depuis que la révolution a gagné. La révolution française a abouti à quelque chose de bon. Oui, mais après, il y a eu tellement... Il y a tellement tellement de choses. Si vous n'avez pas l'argent, vous faites Fidel Castro, il reste 60 ans au pouvoir. Donis, on sait que c'était en 2012, lors de la campagne présidentielle, que Macky Sall, candidat alors contre Abdoulaye Wade, avait fait cette promesse-là de réduire la durée du mandat du septennat au quinquennat et de l'appliquer à son premier mandat. Macky Sall, en tant que un produit pur de la politique sénégalaise depuis le temps de Abdoulaye Wade au début des années 90, est censé savoir que la Cour constitutionnelle de son pays allait émettre un avis défavorable, que la Cour constitutionnelle n'allait pas accepter par exemple que cette modification-là soit appliquée au mandat en cours. Est-ce qu'on peut à ce moment-là accuser Macky Sall d'avoir, on va dire, prêtez-moi l'expression, fait une sorte d'arnaque politique? Arnaque politique, le mot est trop fort. L'expression est un peu trop forte, mais... Fort, ouais. Mais je pense que Macky Sall maîtrise très bien les institutions du Sénégal. Sénégal. Et il sait aussi que la Cour constitutionnelle peut imposer un nom. Ce qui est le cas d'ailleurs. Et là où je vais en venir, c'est que le président n'a pas eu à avoir ce consensus-là autour de son projet. C'est ce qui a manqué. Même au sein de son parti, il y a eu des gens qui sont contre lui. C'est là où se pose le problème. Et n'oublions pas la société civile qui avait soutenu Macky Sall contre Abdoulaye Wade, était contre, dans ce cas précis. Donc ce qui veut dire que le président n'a pas eu le temps là d'expliquer, de convaincre les gens autour de lui pour que le projet puisse porter son fruit comme il l'entendait. Rajou, est-ce que vous pensez que Macky Sall a été de bonne foi lorsqu'il fait la promesse en 2012 et que 4 ans plus tard, il revienne pour dire bon, je ne peux plus le faire parce que voilà, je me plie aux décisions, à l'avis du Conseil constitutionnel? Je pense que les hommes politiques ne doivent pas s'arroger d'une morale singulière qui n'est pas la morale des gens ordinaires. Quand on s'engage en tant qu'homme politique et qu'on a été élu au suffrage universel en disant mordicus, en jurant sur le Coran ou tout ce que vous voulez selon votre foi, que je ferai cette réforme-là, je ne ferai pas comme Abdoulaye Wade, et qu'aujourd'hui, au bout de quelques années, il vient aujourd'hui se ranger comme un petit garçon à l'avis du Conseil constitutionnel. Ah, il est obligé. Pardon. Il aurait peut-être dû faire preuve de pédagogie en expliquant aux gens que j'ai tenté plusieurs autres alternatives. Ça n'a pas marché. Il y a toujours un plan A, un plan B, sinon un plan C dans la vie. Est-ce qu'il avait vraiment l'intention de faire cette réforme? Donis Saïvi a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Au sein de sa propre majorité, les gens étaient opposés à cette réforme. Pas au fait, parce qu'il voulait qu'il fasse les 7 ans de mandat. C'est pas parce qu'il voulait que le président revienne aux 5. Non, non, il voulait qu'il fasse les 7 ans de mandat. Et aujourd'hui, il s'est séparé frontalement avec le mouvement Yanamar, ce mouvement de la société civile et d'autres mouvements encore qui l'ont porté au pouvoir face à Abdoulaye Wade, ce qui compromet probablement sa future réélection. Justement, docteur Iwo, est-ce qu'en agissant ainsi, Macky Sall ne compromet pas, Rajul vient d'intervenir sur ma question, ne compromet pas ses chances pour la prochaine élection présidentielle prévue en 2019? Non, je ne sais pas. Il faut respecter la Constitution. Et celui qui est à la tête, celui qui peut dire que vous respectez, c'est la Cour constitutionnelle. Alors, est-ce qu'il savait, parce qu'il savait qu'il y a le principe de rétroactivité qui est un argument massu que le Conseil constitutionnel allait lui imposer. Pourquoi est-ce qu'il s'est engagé sur cette promesse? Oui, mais Rajoul, pardon. Moi, je pose une question avant celle-là. Est-ce que Macky Sall, en tant que président, n'a pas un conseiller, enfin, je veux dire, est-ce qu'il n'a pas de conseiller, n'a pas d'expert en droit pour lui dire, non, écoutez, ce projet-là que vous voulez porter ne peut pas marcher, donc ne faites pas cette promesse-là, parce que ça pose un problème, c'est celui du respect de la parole donnée en politique, finalement. Oui, pardon. La parole donnée en politique, les promesses électorales ne valent que leur valeur. Ça n'a pas de valeur. Pourquoi? J'ai dit symbolique. Non, pardon. J'ai écrit contre notre compatriote
qui intervient sur RFI les samedis. Jean-Baptiste Placard. Le Togolais Jean-Baptiste Placard. Oui, qui l'a condamné. Mais la Cour constitutionnelle peut refuser. Je lui ai posé la question, combien de promesses électorales François Hollande a tenues depuis qu'il a fait? Il a fait plein de promesses électorales et jusqu'à présent, je n'ai pas vu une seule promesse électorale. La promesse électorale est faite pour les électeurs. Il n'est pas son modèle. Il n'est pas un exemple à brandir. Oui, aujourd'hui, il est en difficulté dans son pays. Oui, mais parce qu'il n'a pas tenu les promesses électorales. Président, cette litanie d'Anaphore qui n'a pas su respecter. Vous pouvez avoir des idées en tant que candidat à la présidentielle. Vous arrivez à la présidence, avant que votre proposition passe, il faut le soumettre à la Cour constitutionnelle, qui est le seul juge pour trancher si oui ou non votre proposition passe. Et je crois qu'il est dans cette logique. Je ne sais pas s'il va perdre des plumes, il va laisser des plumes dans cette affaire, mais au moins, il a respecté ce que la Cour constitutionnelle lui a dit. Et c'est la seule structure qui est capable de dire oui ou non au président. Donis, on sait qu'en 2012, c'était plutôt beaucoup plus un vote sanction contre Abdoulaye Wade qui a finalement profité à Macky Sall. Aujourd'hui, la société civile avec un certain Y'en a marre de Fadel Barro qui n'est pas visiblement content de l'attitude de Macky Sall. Est-ce que cette situation ne risque pas de compromettre encore une fois les chances pour Macky Sall de l'emporter en 2019 si éventuellement? C'est bien clair que les chances de Macky Sall sont compromises. Mais ce qui va jouer en faveur de Macky Sall, s'il a cet esprit-là, c'est essayer de rassembler ces gens-là et d'ouvrir un dialogue, de rassembler les forces vives de la nation et d'avoir un consensus. Parce que lorsqu'on analyse un peu le scrutin, le référendum, on voit ce taux de participation qui est énorme. Le taux de participation, ça fait à peine 41%. Oui. Contre 59% de Sénégalais qui ont dit « nous ne votons pas ». Si. Voilà. Est-ce qu'ils disent « nous ne votons pas » ? Enfin, nous sommes contre le projet, j'allais dire. Est-ce que c'est contre ou bien pour? C'est là la question. On ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Ah, ouais, ça, c'est vrai. C'est ce qui l'amène à avoir ce dialogue-là avec les forces vives de la nation pour que la population soit convaincue, soit qu'on aille vers la population, leur expliquer le fond du problème pour que son avenir soit un peu dégagé. Sinon... Voilà, selon certains Sénégalais qui ne sont pas partis voter le dimanche 20 mars, ils expliquent leur abstentionnisme, c'est cela, par le fait qu'ils ne maîtrisent pas la question sur laquelle ils sont amenés à se prononcer. Déjà à partir de ce moment, ils estiment que le président Macky Sall, sur les 15 points que contient le projet de réforme constitutionnelle, que ce n'est pas suffisant et qu'ils ne maîtrisent pas grand-chose et qu'à partir de ce moment-là, ils sont déçus du président Macky Sall. Est-ce que ce n'est pas un argument qui pourrait jouer en sa défaveur d'ici 2019? Je pense qu'il a manqué de pédagogie. En tout cas, il n'a pas su vendre cette réforme-là aux Sénégalais. C'est qui se traduit nécessairement par le fait que les Sénégalais ne se soient pas déplacés pour aller voter dimanche dernier. Donc c'est un camouflet, mais il s'en sort avec 62%, c'est pas mal, mais le taux de participation est une épine qu'il a dans le pied. Et ça démontre que d'ici 2019, il aura du mal à reconstruire une dynamique autour de lui. Parce qu'on a eu l'impression qu'il a essayé de faire une réforme un peu fourre-tout dans laquelle il aurait caché des choses. C'est l'impression que les Sénégalais ont eu en fait. Et pire encore, il a trahi une promesse emblématique qui est celle de ramener son mandat. Merci beaucoup, docteur. Il y a un dernier mot sur le sujet. Oui, non, je ne crois pas à une trahison. Une promesse électorale n'est pas quelque chose de sacré. Et là, jusqu'en 2019, pour montrer, si j'ai bien le pays d'ici 2019, cette histoire-là sera vite oubliée. La Constitution, c'est 5 ans. Je crois que c'est bien fait qu'on ramène la Constitution, le mandat à 5 ans. Oui. Bon, le peuple ne va pas lui en vouloir trop parce qu'il veut ramener la Constitution à 5 ans. Mais il fait 7 ans, il a jusqu'en 2019. S'il réussit sa politique, il sera réélu. S'il ne réussit pas, il sera dégagé. Très bien. Merci, docteur David Pou. Oui. Denis Saïvi, merci. Voilà, Denis Saïvi qui est un blogueur, qui est un spécialiste des relations internationales. Docteur Iou, je dirais pratiquement consultant de New World Info, analyste politique. Merci d'avoir accepté. C'est moi qui vous remercie. De répondre à notre invitation. Rajoul Mohamedou du service politique de la rédaction. Merci également. Voilà, messieurs et dames, c'est la fin de ce numéro de Face à Face. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes. À très bientôt.